Et si nous vous disions que le grand écran était aussi un champ de bataille, où certaines des plus grandes stars de l'époque ont été délibérément réduites au silence par des personnes puissantes, sans jamais pouvoir pleinement retrouver leur voix. Bienvenue dans notre plongée profonde sur 17 acteurs de l'ancien Hollywood qui ont été réduits au silence par des personnes puissantes. Le vrai choc? Le nombre impressionnant de premiers rôles qui ont disparu des projecteurs pour des raisons n'ayant rien à voir avec le talent. Des listes noires, secrètes aux réputations ruinées, ces histoires révèlent une histoire cachée. Préparez-vous. Vous serez surpris. John Garfield. À l'âge d'or d'Hollywood, peu de stars ont brillé plus intensément, ou plus brièvement, que John Garfield. Né Jacob Julius Garfinkel, de parents immigrants russo-juifs à New York, l'histoire de Garfield est celle d'un talent brut surmontant les obstacles. Élevé dans la pauvreté et souvent en difficulté dans sa jeunesse, il a trouvé son salut dans le jeu d'acteur. Ses performances ont apporté un nouveau réalisme grisant à l'écran, ouvrant la voie à de futures générations d'acteurs de la méthode. Mais Hollywood n'était jamais simplement une question de talent. C'était aussi une question de pouvoir, de politique, et de qui vous connaissiez, ou, dans le cas de Garfield, de qui l'on soupçonnait que vous connaissiez. La fin des années 1940 et le début des années 1950 furent une période périlleuse pour beaucoup dans l'industrie du divertissement. Le spectre du communisme planait et le House Un-American Activities Committee jetait un large filet, cherchant à débusquer les prétendus subversifs. Garfield, avec ses opinions de gauche et son soutien franc aux syndicats, se retrouva rapidement dans la ligne de mire. Il a été convoqué pour témoigner devant la Commission des activités anti-américaines, accusé de sympathie communiste, non pas à cause de ses actes, mais en raison des fréquentations qu'il avait. Garfield, toujours combattant, refusa de donner des noms. Cet acte de défi ne passa pas inaperçu, et les conséquences furent rapides et dévastatrices. Les dirigeants de studio, terrifiés par les représailles gouvernementales, rompirent leurs liens avec lui. Autrefois très demandé, il fut soudainement incapable de trouver du travail. Le stress en fit payer le prix. En 1952, à seulement 39 ans, John Garfield est mort d'une crise cardiaque. Beaucoup pensaient que le blacklisting et la surveillance constante ont joué un rôle significatif dans sa mort précoce. Cependant, son héritage perdure, à la fois comme un pionnier du jeu d'acteur naturaliste et comme un rappel frappant des dommages causés par l'hystérie politique. La tragédie de Garfield n'était pas seulement personnelle. Elle a envoyé des ondes de choc à travers Hollywood, glaçant la dissidence et réduisant au silence de nombreux autres qui auraient pu oser s'exprimer. Charlie Chaplin. Quand nous pensons à la comédie du cinéma muet, un nom surpasse tous les autres, Charlie Chaplin. Avec son emblématique chapeau melon, sa canne et sa moustache en brosse, le petit vagabond de Chaplin est devenu l'une des figures les plus reconnues de la planète. Mais derrière la comédie burlesque se cachait un homme extraordinairement intelligent et profondément engagé, qui refusait de se plier aux règles d'Hollywood ou de rester silencieux sur les questions importantes. L'histoire de Chaplin est une de triomphe et de tragédie, de génie et d'exil. Né dans la pauvreté à Londres, l'ascension de Chaplin vers la célébrité est légendaire. Dans les années 1920, il était non seulement une star, mais une sensation internationale, réalisant, produisant et jouant dans ses propres films. Il a utilisé sa tribune pour tourner en ridicule l'autorité, remettre en question le statu quo et aborder les injustices sociales. Des films comme Les temps modernes et Le dictateur n'étaient pas seulement des comédies, mais des commentaires sociaux acerbes. Mais dans les années d'après-guerre, l'Amérique était saisie par l'hystérie anticommuniste. Chaplin, avec ses vues progressistes et sa critique ouverte du capitalisme, est devenu une cible. Le FBI de J. Edgar Hoover gardait un dossier sur lui, le soupçonnant de sympathie communiste. En 1952, alors que Chaplin voyageait à Londres pour une première de film, le gouvernement des États-Unis a révoqué son permis de retour. Effectivement exilé du pays qu'il avait contribué à divertir et à façonner, Chaplin s'est installé en Suisse, ne retournant jamais en tant que résident. C'était une chute spectaculaire. Les puissants à Hollywood, les chefs de studio, les politiciens et les fonctionnaires du gouvernement avaient décidé que l'influence de Chaplin était trop dangereuse, ses idées trop subversives. Des décennies plus tard, en 1972, il est revenu brièvement aux États-Unis pour recevoir un Oscar d'honneur. L'ovation debout a duré plusieurs minutes. Une reconnaissance tardive d'un homme qui avait été injustement réduit au silence. L'histoire de Chaplin n'est pas seulement un
Conte de mise en garde sur la répression politique. C'est un témoignage du pouvoir durable de l'art et de la résilience de l'esprit humain. Même en exil, il a continué à créer son héritage, intouché par la mesquinerie qui cherchait à le réduire au silence. Montgomery Clift. Montgomery Clift était différent de tout autre acteur principal qu'Hollywood avait vu auparavant. Sensible, intense et d'une beauté envoûtante, Clift a apporté une vulnérabilité à l'écran qui a redéfini la masculinité pour une génération. Des films comme Une place au soleil, Tant qu'il y aura des hommes et Les Désaxés ont mis en valeur son éventail remarquable et sa profondeur émotionnelle. Mais pour Clift, la célébrité a eu un prix élevé. À une époque où les hommes principaux d'Hollywood devaient afficher un certain type de bravade hétérosexuelle, la vie privée de Clift était une source de spéculation sans fin. Il était un homme gay à une époque où l'assumer publiquement pouvait détruire une carrière, et dans bien des cas, une vie. Les studios exerçaient un pouvoir énorme sur leurs stars, contrôlant non seulement leurs contrats, mais tous les aspects de leur image publique. La sexualité de Clift était un secret de polichinelle à Hollywood, et les dirigeants de studios faisaient tout pour la cacher. Les relations étaient soigneusement gérées, les rumeurs étouffées, et Clift lui-même obligé de mener une double vie. La pression était immense. Un accident de voiture dévastateur, en 1956, l'a laissé physiquement et émotionnellement marqué, mais il a continué à travailler, livrant des performances puissantes, même si sa vie personnelle se délitait. Hollywood, cependant, est rarement clément envers ceux qui ne correspondent pas au moule. À mesure que les luttes de Clift avec la dépendance et la dépression devenaient plus prononcées, les offres se raréfiaient. Les réalisateurs qui autrefois voulaient absolument travailler avec lui trouvaient des excuses pour l'éviter, et les médias passaient de l'éloge à une enquête invasive. Au moment de sa mort, en 1966, à seulement 45 ans, Clift avait été presque complètement abandonné par l'industrie qu'il avait contribué à révolutionner. Son histoire est celle d'un immense talent étouffé par un système intolérant, un rappel du prix payé par ceux qui ont refusé ou n'ont pas pu se conformer. L'héritage de Montgomery Clift réside non seulement dans les rôles qu'il a incarnés, mais aussi dans le courage dont il a fait preuve simplement en étant lui-même dans un monde déterminé à le faire taire. Edward G. Robinson. Edward G. Robinson, avec son visage inoubliable et sa voix aiguë, saccadée, est devenu synonyme du film classique de gangster. En tant que Little Caesar, il a établi le modèle pour une génération d'acteurs de dur. Hors écran, cependant, Robinson était un homme cultivé, doux de parole, collectionneur d'art, amateur de littérature et un Américain profondément patriotique. Mais alors que les vents politiques changeaient dans l'Amérique d'après-guerre, même la carrière impressionnante de Robinson ne fut pas suffisante pour le protéger du soupçon. Le comité des activités anti-américaines de la Chambre était à la recherche de quiconque aurait même le plus léger soupçon de sympathie gauchiste, et Robinson, qui avait fait des dons à diverses causes progressistes et prêté son nom à des organisations libérales, fut appelé à rendre des comptes. Le cauchemar de Robinson a commencé non pas par un crime, mais par sa conscience. Il avait soutenu l'effort de guerre, dénoncé le fascisme et collaboré avec des groupes qui, dans la paranoïa brûlante de l'époque, étaient maintenant présentés comme des façades communistes. Convoqué devant le comité des activités anti-américaines, Robinson était confronté à un choix impossible, trahir ses amis et collègues ou risquer sa carrière et sa réputation. Il fit ce que beaucoup faisaient, il renia publiquement ses anciennes associations et donna des noms, bien qu'il ait insisté sur le fait qu'il n'avait jamais soutenu le communisme en connaissance de cause. Malgré sa coopération, la carrière de Robinson en souffrit. Les studios, méfiants face à toute controverse, le retirèrent discrètement de la liste A. Les rôles se sont raréfiés. L'iconique gangster était désormais relégué à des personnages secondaires et des petits rôles. Pendant des années, il a peiné à trouver un travail significatif, hanté par la culpabilité et le regret des amis qu'il avait perdus et des principes qu'il avait compromis. L'histoire de Robinson est profondément humaine, marquée par la peur, la pression et, finalement, un retour doux amer. Dans ces dernières années, il trouva du travail dans des films comme Les 10 Commandements et Soleil vert. Mais les blessures de la liste noire ne guérissaient jamais vraiment. Il a reçu un Oscar honorifique juste quelques semaines avant sa mort, une reconnaissance posthume de ses immenses contributions. L'ordalie de Robinson reste un avertissement saisissant de ce qui peut arriver lorsque la peur et le pouvoir ne sont pas contrôlés, réduisant au silence même les plus forts.
Les voix les plus fortes de la salle. Paul Robeson. Décrire Paul Robeson comme simplement un acteur lui rend une grave injustice. Robeson était un colosse, un chanteur, athlète, intellectuel et militant, qui a utilisé ses immenses talents pour lutter pour la justice. Sa voix de basse baryton émouvait les audiences aux larmes, tandis que ses performances sur scène et à l'écran brisaient les barrières pour les artistes noirs à travers l'Amérique et le monde. Mais la vision de la justice de Robeson l'a mis en confrontation avec les forces du pouvoir. À une époque où l'on s'attendait à ce que les artistes noirs divertissent sans prendre la parole, Robeson refusa de se taire. Il s'exprima avec passion contre la ségrégation, le colonialisme et le racisme. Il parcourut le monde, rencontrant des dirigeants mondiaux et inspirant des millions de personnes par son engagement en faveur des droits humains. La défense de Robeson, en particulier son empressement à critiquer la politique américaine chez soi et à l'étranger, attira les foudres du gouvernement des États-Unis. Le FBI commença une campagne incessante pour le surveiller, le harceler et le discréditer. En 1950, au plus fort de la peur rouge, le département d'État a révoqué son passeport, mettant effectivement fin à sa carrière internationale de performer. Mis sur liste noire des salles de concert et des studios de cinéma, Robeson se retrouva isolé, son nom effacé de l'histoire même qu'il avait contribué à façonner. Malgré ces obstacles, Robeson ne fléchit jamais. Il continua à s'exprimer, à se produire dans de petites salles et à enregistrer des albums quand il le pouvait. La charge mentale et émotionnelle était immense, et sa santé a souffert sous la pression de la persécution constante. Pourtant, l'héritage de Robeson perdure, non seulement comme un artiste d'un talent extraordinaire, mais aussi comme un homme qui a refusé de céder aux tactiques de silence des puissants. Son histoire est celle du courage face à des obstacles écrasants, un témoignage de l'importance durable de dire la vérité au pouvoir. Au cours des récentes décennies, il y a eu une nouvelle appréciation de la vie et du travail de Robeson, reconnaissant le prix qu'il a payé pour oser exiger la justesse, non seulement pour lui-même, mais pour les personnes opprimées partout. Buster Keaton. S'il y a un visage qui incarne l'âge d'or de la comédie muette, c'est bien celui de Buster Keaton. Surnommé « le grand visage de pierre » pour son expression impassible, les films de Keaton sont une leçon magistrale de comédie physique, de cascade inventive et d'ingéniosité narrative. Son influence sur le cinéma est incommensurable, mais même les génies ne sont pas à l'abri des caprices du pouvoir. Dans les années 1920, Keaton était au sommet de sa carrière, réalisant et jouant dans des classiques comme The General et Sherlock Jr. Il avait un contrôle créatif total, repoussant les limites de ce que le cinéma pouvait accomplir. Mais à mesure que le système des studios resserrait son emprise sur Hollywood, des artistes indépendants comme Keaton se trouvaient sous une pression croissante. En 1928, Keaton fut persuadé contre son instinct de signer avec Metro-Goldwyn-Mayer, séduit par la promesse de sécurité financière. Le changement s'est avéré désastreux. Chez Metro-Goldwyn-Mayer, Keaton a perdu la liberté qui avait nourri sa créativité. Le studio a imposé des contrôles stricts sur les scénarios, la réalisation et même ses performances, le réduisant d'un auteur visionnaire à un simple acteur sous contrat. Ses films, autrefois étincelants d'originalité, sont devenus stéréotypés. Le chagrin de cette perte, combiné à des difficultés personnelles, a plongé Keaton dans une spirale d'alcoolisme et de dépression. Au début des années 1930, la popularité de Keaton avait décliné. Les studios ne le considéraient plus comme un atout précieux, et ses opportunités se réduisaient. Pendant des années, il travailla dans l'ombre, souvent sans être crédité, en tant qu'auteur de gags ou apparaissant dans des rôles mineurs. L'industrie qui célébrait autrefois son génie l'avait mis de côté, sa voix étant effectivement réduite au silence par la machine corporative d'Hollywood. Ce n'est que des décennies plus tard que les contributions de Keaton furent pleinement reconnues. Il connut une renaissance tardive, dans les années 1950 et 60, avec le public et les critiques redécouvrant la splendeur de son travail de l'ère du cinéma muet. L'histoire de Buster Keaton est à la fois une tragédie et un triomphe, un avertissement sur les dangers du pouvoir incontrôlé et un rappel que le véritable talent ne peut jamais être complètement effacé. Roscoe Fatty Arbuckle. Au début d'Hollywood, Roscoe Fatty Arbuckle était un roi parmi les comédiens. Avec son charme contagieux et son burlesque audacieux, il était adoré par des millions, et sa carrière a prospéré aux côtés de stars comme Cher,
Charlie Chaplin et Buster Keaton. Arbuckle n'était pas seulement une attraction au box-office, mais aussi un réalisateur et mentor, contribuant à façonner l'âge d'or de la comédie muette. Mais en 1921, la vie et la carrière d'Arbuckle ont été bouleversées par un scandale. Lors d'une célébration dans un hôtel de San Francisco, une jeune actrice nommée Virginia Rappe est tombée malade et est ensuite décédée. La frénésie médiatique qui a suivi était sans précédent à Hollywood. Arbuckle a été accusé de viol et d'homicide involontaire, et la presse l'a dépeint comme un symbole de l'immoralité supposée d'Hollywood. Des gros titres sensationnels vendèrent des journaux, et l'opinion publique s'est retournée violemment contre lui malgré l'absence de preuves concrètes. Arbuckle a enduré 3 procès très médiatisés. Les 2 premiers se sont terminés par un jury sans verdict, et le 3e l'a complètement acquitté, les jurés allant jusqu'à présenter des excuses écrites. Mais le mal était fait. Les puissants dirigeants des studios hollywoodiens, terrifiés par le retour de bâton moral et le pouvoir croissant des censeurs religieux, ont banni les films d'Arbuckle et l'ont empêché de travailler. Il est devenu la première grande victime de la volonté d'Hollywood de réduire au silence les siens pour protéger son image. Pendant des années, Arbuckle a lutté dans l'obscurité, réalisant sous des pseudonymes et apparaissant rarement à l'écran. Le coût émotionnel et financier fut énorme. Il est mort en 1933, à l'âge de 46 ans, n'ayant jamais vraiment retrouvé sa place dans l'industrie. La chute tragique de Roscoe Fatty Arbuckle est l'un des premiers et des plus frappants exemples de la rapidité avec laquelle Hollywood pouvait se retourner contre ses étoiles les plus brillantes. Réduit au silence non par ses propres actions, mais par la combinaison d'une presse vorace, d'un public impitoyable et de puissants patrons de studios désespérés de sauver les apparences, l'histoire d'Arbuckle résonne encore comme un avertissement sur la fragilité de la célébrité. Zero Mostel. Pour le public d'aujourd'hui, Zero Mostel est surtout connu pour ses performances exubérantes dans The Producers et un violon sur le toit. Mais derrière son génie comique se cache un chapitre plus sombre de l'histoire d'Hollywood. Une période où Mostel, comme tant d'autres, a été réduit au silence par la portée insidieuse de la liste noire. La carrière de Mostel était en pleine ascension. C'était un brillant interprète sur scène, une présence captivante dans les films et l'un des favoris des critiques. Mais son refus de se conformer, son franc-parler et ses sympathies de gauche ont fait de lui une cible lors des chasses aux sorcières anticommunistes de la fin des années 1940 et des années 1950. Convoqué devant la commission des activités anti-américaines de la Chambre des représentants, Mostel a été confronté à un choix impossible. Trahir ses amis en donnant des noms ou refuser et risquer sa subsistance. Il a refusé de coopérer, offrant une performance légendaire de défi qui se moquait des travaux de la commission. Le refus de Mostel a eu un prix élevé. Il a été mis sur liste noire, coupé d'Hollywood et de Broadway, et a dû accepter du travail où il pouvait en trouver, parfois sous des noms d'emprunt, parfois pas du tout. Les puissants dirigeants des studios, craignant d'être surveillés par le gouvernement, ont refusé de l'embaucher. Pendant des années, sa carrière a dépéri. Sa voix effectivement réduite au silence par une industrie plus intéressée par l'autopréservation que par la justice. Mais Zero Mostel n'était rien sinon résilient. Il s'est réinventé en star de la scène, remportant des Tony Awards et finissant par retrouver le devant de la scène. Dans les années 1960, la liste noire commença à perdre de son emprise, et Mostel réapparut inchangé et sans remords. Son retour est l'un des grands triomphes du théâtre américain, un témoignage de son talent et de sa ténacité. L'histoire de Mostel est un rappel de la façon dont la peur et la suspicion peuvent étouffer l'art et faire taire même les voix les plus audacieuses. Pourtant, c'est aussi une histoire de survie, un rappel que parfois le rire et le courage peuvent durer plus longtemps que les forces qui cherchent à les faire taire. Howard da Silva. La vie et la carrière de Howard da Silva servent d'autres illustrations douloureuses du coup de s'exprimer, ou simplement d'être au mauvais endroit, au mauvais moment. Acteur de caractère respecté, da Silva était connu pour ses performances puissantes dans des films comme Le Poison et Le Dahlia bleu. Sur scène et à l'écran, il apportait une humanité complexe à chaque rôle, qu'il joue des méchants ou des personnages sympathiques. Mais la carrière de da Silva a été interrompue non par un scandale ou un échec personnel, mais par la politique. Au plus fort de la peur rouge, da Silva, comme beaucoup de ses congénères,
De ses pairs, il a été convoqué devant le HUAC. L'influence du comité s'étendait profondément à Hollywood, et toute association, même infime, avec des organisations de gauche, pouvait suffire à ruiner une carrière. Da Silva a refusé de coopérer, invoquant ses droits et refusant de témoigner contre des amis ou des collègues. Le prix de son intégrité fut élevé. Da Silva fut mis sur liste noire, son nom retiré des génériques, ses rôles annulés. Les studios et les producteurs, craignant des représailles du gouvernement, ne voulaient pas l'engager. Pendant des années, il a survécu en marge, acceptant tous les travaux qu'il pouvait trouver, parfois au théâtre, parfois sous des noms d'emprunt. La liste noire n'a pas seulement réduit au silence la voix de Da Silva, elle a effacé sa présence du registre culturel. Malgré ces obstacles, Da Silva a persévéré. Alors que l'ère de la liste noire s'estompait, il est revenu sur le grand écran et sur scène, offrant des performances mémorables dans des films comme 1776 et l'acclamée adaptation télévisée de Gatsby le Magnifique. Sa résilience est un témoignage à la fois de son talent et de son courage. L'histoire de Da Silva est un rappel du prix élevé, payé par ceux qui se sont opposés au pouvoir, et du processus lent et douloureux de récupération d'une voix réduite au silence. Lionel Stander. La voix de Lionel Stander était inimitable, grave, bruyante et pleine de vie. Il apportait une touche d'esprit et de vigueur à chaque rôle, que ce soit en tant qu'acolyte, comique ou dur à cuire au cœur tendre. Mais derrière cette bravade se cachait un homme qui a payé un prix élevé pour son franc-parler et ses principes. Les ennuis de Stander avec la structure de pouvoir d'Hollywood ont commencé à la fin des années 1930. Franc-parler dans son soutien aux syndicats et aux causes progressistes, Stander ne cachait pas ses opinions politiques de gauche. Sa volonté de tenir tête aux producteurs et aux dirigeants de studios le distinguait à une époque où la plupart des acteurs jouaient la carte de la prudence. Cette indépendance, cependant, faisait de lui un homme marqué. Lorsque le House Un-American Activities Committee a commencé sa purge des supposés subversifs, Stander fut parmi les premiers convoqués pour témoigner. Plutôt que de capituler, il a livré une critique cinglante de tout le processus, exposant son hypocrisie et ses motivations politiques. Son refus de coopérer, combiné à son histoire d'activisme, a scellé son sort. Stander a été mis sur liste noire, presque immédiatement. Les studios ont refusé de l'engager, et les contrats existants ont été annulés sous la pression des groupes anticommunistes. Pendant des années, il a survécu en déménageant à New York, puis en Europe, prenant des rôles au théâtre, à la radio, et finalement dans le cinéma italien. Le système hollywoodien, utilisant son pouvoir pour faire taire les dissidents, a réussi à effacer Stander du paysage culturel américain pendant plus d'une décennie. Pourtant, Lionel Stander était résilient. Il finit par revenir à Hollywood dans les années 1960 et connut une renaissance tardive de sa carrière, notamment en tant que Max dans la série télévisée populaire Heart to Heart. Son héritage est non seulement celui d'un acteur talentueux, mais aussi d'un homme de principe, qui a refusé de se laisser intimider ou de subir l'injustice. Le parcours de Lionel Stander rappelle que parfois, la seule façon de conserver sa voix est de risquer de tout perdre. Burgess Meredith. Pour beaucoup, Burgess Meredith est à jamais immortalisé comme le Mickey bourru et attachant des films Rocky, ou comme le pingouin énigmatique de la série Batman des années 1960. Mais bien avant ses rôles emblématiques, Meredith était l'un des acteurs de théâtre et de cinéma les plus respectés d'Amérique, célébré pour son travail dans des classiques comme Des souris et des hommes et Le journal d'une femme de chambre. Son parcours à travers Hollywood, cependant, a été marqué par une période de silence forcé, qui a presque mis fin à sa carrière. L'expérience de Meredith avec la liste noire d'Hollywood est survenue au plus fort de l'hystérie anticommuniste qui a balayé l'Amérique à la fin des années 1940 et au début des années 1950. En tant qu'artiste connu pour ses vues progressistes et ses associations avec des écrivains de gauche, il a été appelé à témoigner devant le HUAC. Bien qu'il ne fût pas un communiste encarté, Meredith fut pris dans le même vaste filet qui piégea tant de ses pairs. Le résultat fut immédiat et dévastateur. Les studios, désireux d'éviter toute controverse, l'ont retiré des projets et ont effacé son nom des crédits. La liste noire, appliquée non par le gouvernement, mais par une combinaison d'autocensure de l'industrie et de pression publique, a rendu Meredith professionnellement
invisible, pendant des années. Il s'est tourné vers le théâtre, la radio et l'écriture pour survivre, acceptant tout travail qu'il pouvait trouver pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Mais comme tant d'autres sur cette liste, Meredith n'a jamais perdu sa passion pour la performance. Alors que la liste noire commençait à s'estomper, il a lentement reconstruit sa carrière. Sa résilience a été récompensée par une fin de carrière remplie de rôles mémorables. De The Twilight Zone à Grumpy Old Man. L'histoire de Meredith est celle d'un talent traversant la tempête de l'intolérance, d'une voix réduite au silence, mais non éteinte. Son héritage nous rappelle que la vérité artistique a une façon de refaire surface, peu importe la détermination des forces qui cherchent à la supprimer. Jeff Corey. Le nom de Jeff Corey n'est peut-être pas aussi immédiatement reconnaissable que celui de certains de ses contemporains, mais son histoire est emblématique des milliers d'acteurs dont les vies ont été bouleversées par la liste noire de Hollywood. Acteur de caractère et réalisateur talentueux, Corey était connu pour son intelligence, sa polyvalence et un engagement envers l'art qui en faisait un favori parmi les réalisateurs et les pairs. Mais au début des années 1950, la carrière de Corey s'est brutalement arrêtée. Convoqué devant la UAC, il a refusé de donner des noms ou de dénoncer ses amis et collègues. Selon ses propres mots, Corey pensait que témoigner trahirait à la fois sa conscience et son sens de la justesse. Cette décision fit de lui un paria instantané dans l'industrie cinématographique. La liste noire était impitoyablement efficace. Pendant plus d'une décennie, Corey ne put trouver de travail à Hollywood. Son nom effacé des feuilles de distribution et des listes de casting. Pourtant, au lieu d'abandonner, Corey transforma sa mésaventure en opportunité. Il est devenu l'un des professeurs d'art dramatique les plus influents de Los Angeles, formant une nouvelle génération d'artistes, dont James Dean, Jack Nicholson et Jane Fonda, qui allaient façonner le cinéma américain. Finalement, alors que l'emprise de la liste noire se desserrait, Corey retourna à l'écran, apportant la profondeur et la nuance née des épreuves, à des rôles dans des films comme Butch Cassidy et Le Kid, True Grit, et d'innombrables apparitions à la télévision. L'histoire de Corey est celle de l'intégrité et de la persévérance, d'un homme qui a refusé d'être réduit au silence et qui a finalement trouvé un moyen de laisser son empreinte, non seulement en tant qu'acteur, mais aussi en tant qu'enseignant et mentor. Sa vie est un témoignage de la puissance du principe sur l'opportunisme et de l'art sur l'oppression. Posséder l'Irlande. John Ireland était l'image même de l'homme de tête rugueux, grand, intense, avec des yeux perçants et un charisme sombre. Ses performances dans des films comme Red River, All the King's Men et Spartacus montraient une gamme et un naturalisme qui ont conquis à la fois le public et les critiques. Mais derrière son extérieur dur se cachait un homme qui deviendrait une victime de la tendance d'Hollywood à faire taire ceux qui ne correspondaient pas au moule du système. Les problèmes d'Ireland commencèrent autant avec son indépendance qu'avec sa politique. Contrairement à beaucoup de ses pairs, Ireland s'irritait du contrôle que les grands studios tentaient d'exercer sur tous les aspects de la vie de leurs stars. Il s'est heurté à plusieurs reprises avec les dirigeants des studios au sujet des scripts, des contrats et de son droit de choisir ses propres projets. Cette défiance faisait de lui une cible, et bientôt des rumeurs de comportements difficiles ont commencé à circuler. Souvent un baiser de la mort dans une industrie fortement contrôlée. En même temps, les nuages de la peur rouge s'amoncelaient. On n'a jamais prouvé qu'Ireland avait des sympathies communistes, mais le simple fait d'être associé à d'autres personnes sur la liste noire, ainsi que ses critiques déclarées contre le système des studios, suffisait. Les offres de travail ont diminué et les rôles qu'il commandait autrefois ont disparu, souvent attribués à des acteurs plus dociles. Il s'est retrouvé peu à peu écarté par un système qui exigeait l'obéissance et punissait ceux qui osaient remettre en question son pouvoir. La carrière d'Irlande n'a jamais entièrement retrouvé son élan initial. Il a passé une grande partie de ses dernières années dans des films à petit budget, des apparitions à la télévision et des productions européennes. Pourtant, même s'il était relégué aux marges, Ireland est resté dévoué à son art, refusant de laisser le silence d'Hollywood le définir. Son parcours est un rappel de la facilité avec laquelle le talent peut être sacrifié sur l'autel du pouvoir et de la conformité, et comment ceux qui défient le système, même pour de simples raisons de liberté artistique, peuvent se retrouver exclus. Clifford Odets. Clifford Odets était l'un des grands dramaturges américains dont les œuvres telles que Waiting for Lefty, Awake and Sing et Golden
et Boy a aidé à définir la conscience sociale du théâtre des années 1930. Mais Odets était aussi acteur, scénariste et réalisateur, l'un de ces esprits créatifs rares qui ont façonné à la fois la scène et l'écran. Ses histoires profondément humaines et politiquement engagées l'ont attiré l'attention d'Hollywood, où il a été recruté pour travailler sur certains des films les plus notables de l'époque. Pourtant, l'engagement passionné d'Odets envers la justice, les droits des travailleurs et les luttes des gens ordinaires le mettraient finalement en conflit avec les forces les plus puissantes d'Amérique. Ancien membre du Parti communiste, chose courante parmi les artistes de gauche dans les années 1930, Odets fut convoqué devant la UAC pendant les années de la liste noire. Confronté à la menace de la ruine professionnelle, Odets a nommé certains anciens associés, une décision qui l'a hanté pour le reste de sa vie. Même après avoir coopéré, la carrière d'Odets à Hollywood a souffert. Les studios, toujours nerveux à propos des controverses politiques, ont limité ses opportunités. Pendant ce temps, beaucoup dans la communauté artistique se sont sentis trahis par son témoignage. Il s'est retrouvé isolé, coupé à la fois des centres de pouvoir et de nombreux amis et collaborateurs qu'il chérissait. Odets a continué à écrire et à réaliser, mais l'énergie et l'idéalisme de ses premières années semblaient émoussés par le traumatisme de l'époque de la liste noire. Néanmoins, son influence a perduré, inspirant des générations de dramaturges, cinéastes et acteurs. Ses pièces résonnent encore, capturant les luttes et les aspirations de ceux qui, comme Odets lui-même, ont osé dire la vérité au pouvoir. L'histoire d'Odets est une étude des complexités de la conscience et de la survie sous pression. Un rappel que même les voix les plus éloquentes peuvent être ébranlées ou réduites au silence par la peur, mais que leurs échos persistent. Will Geer. Will Geer est surtout connu par des millions de personnes comme Grandpa Walton dans la série télévisée bien aimée, Les Walton, un rôle qui a apporté chaleur et sagesse aux foyers américains pendant des années. Mais bien avant sa célébrité télévisuelle, la vie de Geer était marquée par un engagement fervent pour la justice sociale et une volonté de payer le prix de ses convictions. Geer était un homme aux multiples talents, acteur, botaniste, chanteur folk et activiste politique. Sa carrière précoce a été façonnée par son plaidoyer pour les syndicats et les droits civiques, et il a souvent utilisé sa plateforme pour défendre les opprimés. Cet activisme, cependant, a fait de lui une cible pendant la chasse aux sorcières. Geer a été convoqué devant la UAC, où il a refusé de donner des noms ou de renier ses convictions progressistes. La punition a été rapide. Geer a été mis sur liste noire par Hollywood, ses contrats annulés, et sa carrière effectivement terminée. Incapable de trouver du travail dans le cinéma ou la télévision, il est retourné sur scène et aux racines, fondant le Will Geer Theatricum Botanicum, un théâtre en plein air à Topanga Canyon, Californie. Là, des artistes mis sur liste noire pouvaient se produire, apprendre et guérir, un phare d'espoir dans une époque sombre. Pendant plus d'une décennie, Geer était presque invisible dans le divertissement grand public, mais il n'a jamais renoncé à ses principes ou à son art. Alors que la liste noire s'estompa, il fut accueilli à bras ouverts, conquérant finalement le cœur de millions de personnes en tant que Grandpa Walton. L'histoire de Geer est celle d'une persévérance, d'un homme dont la voix n'a pas pu être réduite au silence même par les forces les plus puissantes de son industrie. Son héritage se ressent non seulement dans les rôles qu'il a joués, mais aussi dans l'espace sûr qu'il a créé pour que les artistes puissent s'exprimer et rêver librement, quel qu'en soit le prix. Maurice Karnofsky. L'héritage de Maurice Karnofsky est profondément ancré dans le tissu du théâtre américain. Membre fondateur du célèbre Group Theatre à New York, Karnofsky était célébré pour ses puissantes performances dans des rôles classiques et modernes, allant des rois shakespeariens aux luttes de l'homme ordinaire dans les pièces de Clifford Odets. Sa présence sur scène était imposante, sa voix résonnante d'autorité et d'empathie. Mais l'engagement de Karnofsky pour la justice sociale et son implication profonde dans les cercles artistiques de gauche ont fait de lui une cible privilégiée pendant la liste noire d'Hollywood. À la fin des années 1940 et au début des années 1950, sa carrière florissante, s'étendant de Broadway à Hollywood, s'est brutalement arrêtée. Convoqué devant la House Un-American Activities Committee, Karnofsky refusa de trahir ses amis ou ses collègues en dénonçant des noms. Il resta ferme sur ses principes, croyant au droit des artistes de se rassembler, de s'exprimer et de penser librement. Le prix de ce courage fut élevé.
Karnofsky a été mis sur liste noire du cinéma et de la télévision. Son nom effacé des marquises et de la mémoire. Les portes des studios qu'il avait autrefois accueillis furent fermées. Pourtant, comme tant d'autres, Karnofsky a refusé de laisser le silence d'Hollywood marquer la fin de sa vie artistique. Il est retourné au théâtre, jouant et enseignant avec un dévouement qui a inspiré une nouvelle génération d'acteurs. Les cicatrices de la mise sur liste noire ne l'ont jamais quitté, mais son amour pour l'art non plus. Le parcours de Karnofsky est un témoignage du pouvoir durable de l'art et de la conscience. Il n'est jamais devenu un nom connu comme certains de ses contemporains, mais son impact sur la performance américaine reste profond. L'histoire de Maurice Karnofsky nous rappelle que parfois, les voix les plus essentielles sont celles qui sont contraintes de rester dans l'ombre, en attendant le jour où le monde sera prêt à écouter de nouveau. James Cagney. James Cagney est une légende d'Hollywood, une force de la nature à l'écran, surtout connu pour ses performances explosives dans The Public Enemy, Yankee Doodle Dandy et d'innombrables autres classiques. Sa diction rapide et son énergie cinétique le distinguaient dans une mer de stars fabriquée par les studios. Mais sous son personnage de dur se cachait un esprit férocement indépendant, un homme déterminé à maîtriser son propre destin. Bien que Cagney n'ait jamais été officiellement mis sur liste noire, il a mené une guerre silencieuse contre les tactiques de censure des puissants de Hollywood. Dans les années 1930 et 40, à mesure que le système des studios devenait de plus en plus autocratique, Cagney est devenu l'une des premières grandes stars à défier le contrôle contractuel de Warner Brothers. Il a quitté le studio à plusieurs reprises, créant même sa propre société de production. Un geste audacieux et risqué à une époque où les studios contrôlaient la distribution, la publicité et l'accès aux écrans. La réaction ne s'est pas fait attendre. Les patrons de studios l'ont qualifié de difficile et ont répandu des rumeurs destinées à nuire à sa réputation. À un moment donné, des chuchotements de sympathie gauchistes ont commencé à circuler dans la presse, une allégation dangereuse dans le climat de la chasse aux sorcières rouges. Bien que Cagney ait finalement été innocenté de tout méfait politique, l'expérience l'a laissé méfiant envers le système hollywoodien et décidé à tracer sa propre voie. L'histoire de Cagney est celle de la survie et de l'autodétermination dans un système conçu pour réprimer les deux. Bien qu'il n'ait jamais été officiellement réduit au silence comme d'autres l'ont été, il a marché sur une ligne dangereuse et sa volonté de défendre la liberté artistique a ouvert la voie aux générations futures. L'héritage de Cagney n'est pas seulement celui d'un grand acteur, mais d'un combattant. Quelqu'un qui, en refusant de se taire, a rendu les choses un peu plus faciles pour ceux qui ont suivi. Est-ce que l'une de ces histoires vous a surpris? Connaissez-vous d'autres personnes qui devraient entendre parler de ces légendes réduites au silence? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous aimons avoir de vos nouvelles. Si vous avez apprécié cette plongée dans l'histoire d'Hollywood, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous aide à découvrir plus d'histoires cachées et à ramener l'histoire sous les projecteurs. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à vous poser des questions et à regarder.